Alors, je tourne cette vidéo au milieu du NaNoWriMo et du coup je bois un thé parce que pour tout vous dire, en ce moment j'écris plus de 3000 mots par jour et je suis un peu fatiguée. Le NaNoWriMo, justement, parlons-en. Si vous ne savez pas ce que c'est un challenge d'écriture où l'objectif est d'écrire un texte de 50 000 mots en un mois, ce qui fait beaucoup. Et souvent, une des choses qui bloque beaucoup les auteurs au cours de la rédaction de ce premier jet, c'est toutes les questions qu'ils se posent sur leur style, si ce qu'ils écrivent est bien écrit, est bien formulé, clair, etc. Passons sur le fait que pour moi, le NaNoWriMo est vraiment le moment où il faut se soucier de tout, sauf de son style et juste écrire et corriger le style plus tard. Mais au-delà de ça, je voudrais aujourd'hui revenir sur tout un tas de conseils qui sont souvent donnés aux jeunes auteurs par rapport au style et que personnellement je trouve soit inadaptés, soit incomplets, soit pas appropriés. Enfin personnellement j'en ai marre de les entendre et pour moi ils ne fonctionnent pas. Donc je voulais aujourd'hui vous mettre en garde contre tout ça pour vous rassurer et vous dire que si vous ne respectez pas ces prétendus conseils indispensables, c'est pas grave. Premier conseil, il faut éliminer les adverbes. Ça, c'est un conseil qu'on voit beaucoup aussi bien en français que chez les auteurs anglo-saxons. C'est un concept qui est évoqué par Stephen King dans son livre sur l'écriture, Écriture, mémoire d'un métier, où il dit littéralement que la route de l'enfer est pavée d'adverbes. Stephen King n'aime pas les adverbes et recommande aux auteurs d'en utiliser un minimum. Alors, pourquoi cette haine envers les adverbes? À la base, ça part d'un bon sentiment et ça revient à dire que généralement, on parle surtout des adverbes en ment qui finissent en ment comme constamment, vraiment, etc. Le problème avec ces adverbes, c'est que déjà quand on en met plusieurs dans une même phrase ou plusieurs à la suite dans toutes ces phrases, ça devient assez lourd. À la lecture, on s'en rend compte assez vite. Et le deuxième souci, c'est que généralement, ça dénote une petite paresse littéraire. Parce que souvent, au lieu d'utiliser un verbe et un adverbe, on peut trouver un autre verbe qui permet d'exprimer l'ensemble de ce qu'on voulait dire. Je vous avais dit que j'étais fatiguée. Au lieu de dire il cria violemment, on peut dire il hurla. Au lieu de dire il marcha vite, on peut dire il courut. Au lieu de dire il buvait lentement, on peut dire il sirotait. Bref, il y a plein d'exemples. En revanche, là où je trouve que ce conseil va trop loin, c'est que parfois on voit des auteurs qui se retrouvent à être complètement tétanisés par le concept et qui sont en panique dès qu'il y a deux adverbes dans leur chapitre. Calmons-nous, les adverbes, ça fait quand même partie de la langue française, ce sont des mots comme les autres, on a le droit de les utiliser, ça fait aussi partie de la richesse de la langue et d'un style que d'utiliser les adverbes à bon escient. Donc attention à ne pas en mettre trop, à ne pas en mettre à toutes les phrases et à ne pas mettre que des adverbes en ment, justement, qui sont un peu lourds, mais de grâce, épargnez ces pauvres adverbes qui n'ont rien fait à personne et acceptez d'en utiliser de temps en temps là où ça rend service à votre phrase. Le deuxième conseil que personnellement je déteste, c'est celui qui concerne les dialogues et la nécessité de toujours varier les verbes déclaratifs, c'est-à-dire les verbes qu'on va mettre dans les incises, comme dit-il, demanda-t-il, questionna-t-il, hurla-t-il, etc. Ce qui se cache derrière ce conseil, c'est l'idée que utiliser seulement des verbes de parole neutres comme dire, demander, répondre, c'est beaucoup trop plat et il vaut mieux varier les verbes de parole, les verbes de dialogue, les verbes déclaratifs, en utilisant toutes les richesses du vocabulaire et en utilisant donc des hurla-t-il, clama-t-il, explosa-t-il, soupira-t-il, souffla-t-il, murmura-t-il et compagnie. Alors, je ne vais pas contredire ce que je viens de dire au sujet des adverbes, je n'ai rien en soi contre tous ces verbes déclaratifs, je trouve que c'est sympa d'en mettre de temps en temps, mais je trouve aussi que les verbes neutres comme dire, demander, répondre sont parfaitement légitimes dans une grande partie des dialogues. Et que très souvent, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, le verbe d'utiliser des verbes déclaratifs très lourds, très complexes, c'est aussi une forme de paresse littéraire. Parce que quand on se met à accumuler des éructa-t-il, gémit-elle, susurra-t-il et compagnie, il y a un moment, s'il y en a à toutes les répliques, c'est insupportable, c'est super lourd. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut remplacer parce que ces verbes déclaratifs, ils expriment l'émotion
ils expriment le ton de la personne qui est en train de parler. Et ce ton, eh bien en fait dans un dialogue on peut aussi le faire ressentir au lecteur par tout un tas d'autres façons de faire. On peut le faire ressentir par ce qui est dit dans la phrase et surtout par le contexte du dialogue, ce qu'on va dire autour des répliques des personnages. Par exemple, mettons qu'un personnage dit « ne me parle pas sur ce ton ». Vous pouvez avoir « ne me parle pas sur ce ton » hurla-t-il ou « ne me parle pas sur ce ton » murmura-t-il. On peut tout à fait rendre cette différence de nuance en développant le contexte autour de ce dialogue, en disant par exemple « Jean-Michel et tes foudrages, ne me parle pas sur ce ton ». Point d'exclamation. Là, on se doute bien qu'il l'a dit avec force et avec colère. En revanche, si je dis « Jean-Michel conservait un calme glacé, ne me parle pas sur ce ton », point, là, on sent que c'est pas du tout dit sur le même ton et on n'a pas eu besoin d'utiliser un verbe déclaratif pour le préciser. Troisième conseil qui me gonfle un peu, plus il y a de figures de style et mieux c'est. Alors, généralement, c'est pas exactement formulé comme ça, c'est plutôt quand quelqu'un vous dit « je vais vous donner des conseils sur le style », ces conseils se traduisent en « alors, il y a la comparaison, la métaphore, le zeugma, l'oxymore, l'anaphore ». Pour moi, une figure de style, ça ne suffit pas du tout à faire un style. C'est très bien les figures de style, on en a plein dans la langue française et c'est très sympa de savoir les utiliser pour créer un effet sur son lecteur. Mais pour moi, ce problème, il vient souvent du fait qu'en cours de français, au collège, au lycée, on a tous étudié des textes, notamment sous cet angle-là, sous l'angle de quelles sont les figures de style que l'auteur a utilisées dans ce roman, dans ce poème, pour exprimer ce qu'il avait à dire. Sauf que, du coup, j'ai l'impression que certains auteurs se mettent énormément la pression pour mettre des figures de style partout, se disent que apprendre à maîtriser les figures de style, c'est la première chose à faire pour bien écrire, alors que pour moi, mais c'est vraiment l'ultime cerise sur le gâteau, si vraiment t'y tiens. Alors, les figures de style peuvent être utilisées aussi bien dans un texte avec un niveau de vocabulaire soutenu comme courant ou familier, mais elles vont pas toutes l'être dans ces cas-là. Elles ont souvent tendance à élever le niveau de vocabulaire, donc c'est pas forcément pertinent d'utiliser un zeugma dans votre texte si vos personnages parlent un langage argotique et vivent sur un terrain vague. Avant de travailler les figures de style, il y a tellement de choses à maîtriser. Il faut apprendre à maîtriser le choix de sa narration, il faut apprendre à maîtriser la façon dont on gère une description, un dialogue justement, comment on gère le rythme de son texte, comment on gère son niveau de vocabulaire. Et vraiment, les figures de style, mais c'est la dernière chose dont on doit s'occuper. Et c'est aussi la dernière étape dans le travail du texte parce que c'est la dernière étape de mise en forme. Une fois que tout le reste est bien posé, bien clair, que l'intrigue est nickel, ça sert à rien de se préoccuper des figures de style dans son premier jet puisque de toute façon, on va très probablement réécrire tout ce qu'on a écrit jusque-là. Quatrième mauvais conseil, en tout cas quatrième conseil qui m'agace, non mais pour devenir un bon auteur, il faut juste lire. Bien sûr que c'est très bien de lire, je suis une grande lectrice moi-même, je lis plus de 50 livres par an, j'adore ça. Mais en fait, non, c'est pas la seule façon d'apprendre à être un bon auteur et d'améliorer son style en fait. Il y a des techniques dans l'écriture, il y a des techniques qui s'apprennent. Lire des romans qui sont bien écrits, c'est très bien, ça permet d'identifier ce qu'on aime comme type de style, de repérer la façon dont les auteurs vont utiliser tel ou tel procédé littéraire. Mais pour moi, c'est très difficile déjà d'analyser tout ça quand on ne sait pas ce qu'on est en train de chercher. C'est pas juste en étudiant la façon dont les autres ont utilisé des procédés qu'on va comprendre comment ces procédés fonctionnent en fait. C'est quelque chose que je répète souvent et je suis bien placée pour le dire puisque je propose des formations sur l'écriture. Mais pour moi, être auteur, c'est une compétence dans laquelle on peut s'améliorer, on peut apprendre. Et de la même façon que vous diriez jamais à un pianiste de ne se former qu'en allant écouter des concerts, à un moment, il faut s'entraîner, il faut apprendre des méthodes et c'est comme ça aussi qu'on progresse. Le cinquième mauvais conseil que quelqu'un m'a rapporté avoir entendu une fois, c'est il faut tout décrire dans les moindres détails. Non, il faut pas tout décrire. Au contraire, c'est souvent quelque chose qui rebute beaucoup les lecteurs, le fait d'avoir d'immenses pavés de descriptions à chaque fois qu'on rencontre un nouveau personnage, à chaque fois qu'on entre dans une nouvelle pièce, à chaque fois qu'on découvre un nouveau pays. Beaucoup d'auteurs se sentent obligés de tout décrire pendant 3 pages pour que le lecteur ait une idée très précise de combien il y a de fenêtres dans cette maison et où elles sont positionnées et quelle est la couleur des rideaux et quel est l'effet de la lumière à partir de 17 h sur la fenêtre arrière gauche de la tour de droite. On n'a pas besoin de tout savoir.
c'est important de ne pas surcharger le lecteur d'informations, même si on trouve ça très poétique et on trouve que ça pose une atmosphère. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre permettre au lecteur de se faire une idée générale du cadre dans lequel se déroule l'histoire, de comprendre comment les événements se déroulent, où est le personnage et quelles sont les options à sa portée dans ce cadre-là. Mais il faut aussi laisser un peu de marge à l'imagination du lecteur en fait. Le lecteur est tout à fait capable de combler les vides que vous allez laisser au niveau de vos descriptions et de s'imaginer les choses aussi, de s'approprier l'histoire de cette façon. Je suis sûre que si 2 personnes lisent un livre, aucun des 2 n'aura la même image du personnage et c'est ok en fait. C'est aussi ce qui fait le charme de la lecture, c'est de ne pas être complètement guidé par l'auteur, de pas être constamment tenu par la main pour que l'auteur nous dise alors regarde ici et regarde là et là et là et là et là et je te donne plein d'informations qui n'ont rien à voir avec l'intrigue mais c'est important que tu les connaisses parce que moi ça me fait plaisir de les écrire. La règle d'or ça doit vraiment être de ne décrire que ce qui est important pour que le lecteur comprenne ce qui se passe. Le 6e conseil, et là j'entre dans des conseils qu'on ne m'a pas adressés personnellement, mais qui ont été adressés à des auteurs qui m'en ont parlé. Les 2 derniers conseils sont d'ailleurs assez liés, donc le 6e c'est on doit tout savoir dès le premier chapitre. Dans le premier chapitre, il faut tout expliquer, tout ce que va être l'intrigue, dire qui est le héros, quel est son objectif, comment est-ce qu'il va s'y prendre, faire un résumé synthétique de tout ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Je ne sais pas d'où vient ce conseil, mais je trouve qu'il n'a aucun sens. Pour moi, le charme d'une histoire, c'est de réserver des surprises au lecteur, de garder du suspense, de poser des questions et de n'y répondre qu'au fur et à mesure en gardant les réponses principales pour la fin, pour le climax. C'est comme ça qu'on va donner envie au lecteur de continuer à lire, de se demander ce qui va se passer à la page suivante, au chapitre suivant. Et du coup, le premier chapitre, il doit donner envie, il doit éveiller la curiosité, il doit poser le cadre, mais en aucun cas, il ne doit révéler tout ce que le lecteur va être amené à apprendre dans la suite de l'intrigue. Et le 7e conseil, c'est il faut que le début du roman contienne une présentation complète de l'univers. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il n'y a rien de pire qu'un énorme pavé d'exposition dans les premières pages d'un roman. C'est horrible, le lecteur s'endort tout de suite. C'est ce qui rebute la plupart des lecteurs du Seigneur des Anneaux aujourd'hui d'ailleurs. C'est le fait que en fait, les 4 premiers chapitres, c'est juste une présentation du mode de vie des hobbits. C'est très sympa quand on est fan de la Terre du Milieu, mais en tant que lecteur d'aujourd'hui, en 2021, c'est tout à fait rédhibitoire. Commencez votre histoire en racontant les 3000 ans de ce qui s'est passé dans la chronologie de votre univers jusqu'à arriver au point de votre histoire, ou bien expliquer le système politique très complexe que vous avez construit, ou le système de magie, ou le détail des relations entre tous les personnages que vous allez présenter. C'est complètement indigeste. Déjà, ça n'intéresse pas le lecteur, parce que vous ne lui avez pas donné de raison de s'y intéresser. Vous ne lui avez pas expliqué pourquoi il devait s'intéresser à cette histoire, quels étaient les enjeux. Donc c'est vraiment une façon très très lourde de commencer une histoire et à éviter au maximum, surtout pas se forcer à le faire, au contraire. Le début d'une histoire, ça doit présenter qui est le protagoniste et donner une idée de ce qui va le pousser à rentrer dans l'histoire. Montrer ce qui lui fait envie, le désir qui le pousse au quotidien ou la chose qui lui pèse dans sa vie actuelle, le manque qu'il a besoin de combler, les choses sur lesquelles il va avoir besoin de grandir, d'évoluer. Et ensuite, il faut montrer ce qui va lancer l'intrigue, l'événement perturbateur qui va mettre en marche les événements qui vont conduire toute l'histoire. Aujourd'hui, il y a tellement de livres qui sortent que vous pouvez pas vous permettre de dire à votre lecteur « Attends, je te fais un petit exposé là, il y en a pour 15 pages, accroche-toi, je te promets, au chapitre 3, il commence à se passer quelque chose d'intéressant. » C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a juste trop de concurrence, il y a trop de livres à lire et on n'a pas le temps de lire des livres qui sont pas intéressants. Donc à moins que vous ayez des lecteurs extrêmement patients et extrêmement bienveillants envers vous, je vous le souhaite, mais c'est pas à gagner que ça arrive, surtout s'ils ne vous connaissent pas, que c'est votre premier roman. Et vous devez leur donner une bonne raison de continuer à lire, de continuer à tourner les pages. Et une présentation d'histoire géo, ça fera pas le taf. Dans les premières pages de votre roman, il faut que vous introduisiez des éléments qui vont éveiller la curiosité, qui vont éveiller la sympathie du lecteur, qui vont lui donner envie de suivre vos personnages jusqu'à la fin de votre histoire. Il faut que vous créiez un sentiment de surprise peut-être, donner une idée de ce qui va faire l'originalité de votre texte. Bref, tout, mais pas une présentation détaillée de votre univers, s'il vous plaît.
Si vous avez vous aussi reçu des conseils absolument nuls sur le style d'écriture, je vous en prie, partagez-les en commentaire et comme ça permettra de prévenir d'autres personnes que ce sont également des mauvais conseils à ne pas suivre. Et si le sujet du travail du style vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre comment mieux écrire et comment aller au bout de votre premier jet qui vous prend la tête depuis des années, sachez que je lance le tome 2 de mon programme de formation, le Manoir littéraire. Ce tome 2 s'appelle Du premier mot au premier jet et il concerne toute la rédaction de la première version de votre manuscrit avec à la fois des conseils sur le style, des conseils pour maîtriser justement le début de votre roman, vos descriptions, vos dialogues, votre narration, etc. Mais aussi des conseils pour garder la motivation, vous organiser et ne pas vous laisser abattre par le doute et par la peur de mal faire jusqu'à ce que vous ayez terminé enfin votre premier jet. Je vous mets le lien en description pour vous donner plus d'infos sur ce programme. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien.